Les grosses têtes, Philippe Bouvard vous propose le meilleur des grosses têtes. Bonjour! Les grosses têtes se réjouissent de vous accueillir et nous ont réservé à tout hasard un peu plus de 2 millions de places. Et je vais vous présenter maintenant mes complices. Plus il est chaud, plus ses propos jettent un froid. Jean-Jacques Perroni. Depuis 30 ans, les gouvernements passent et il reste. Jacques Maillot. Ses fans souhaitent qu'après sa mort, il ne soit pas inhumé ou réduit en cendres, mais empaillé. Philippe Castelli. Sa distinction naturelle lui permet de proférer avec élégance les pires gros mots. Jean-Pierre Coff. La nouvelle vague nous l'a amené et les vagues suivantes lui ont épargné de se retrouver sur le sable. Jean-Claude Brialy. Et notre invité d'honneur est un fils à papa qui a choisi d'entrer dans la carrière parce que son père n'y était plus, Patrice Dard. Alors j'ai invité Patrice Dard, fils de Frédéric, et vous savez que Frédéric est notre maître à rire et que nous avons presque quotidiennement une pensée affectueuse et hilarante pour lui, parce que, après avoir mûrement réfléchi, il vient de signer un contrat d'exclusivité pour poursuivre l'œuvre de son génial papa. Alors, est-ce que vous avez tourné longuement votre plume dans l'encrier avant de décider de prendre sa suite? Non, pas du tout. C'était une décision qui était prise du temps de la maladie de mon père, déjà avant même... Vous l'avez envisagé? On l'avait envisagé ensemble quand il était malade, parce qu'il avait beaucoup de difficultés à travailler à la fin de sa vie. Mon père, effectivement, depuis très longtemps, avait recours un peu à moi, et je suis vraiment bien intégré dans l'univers. Je reçois des dizaines de manuscrits par mois, des gens qui continuent San Antonio. Bon, ce sont à la manière d'eux. Là, c'est pas pareil. Je suis dedans, moi, je suis dans le fond de la marmite. C'est un petit peu différent. Mais est-ce qu'il n'arrive pas que le talent, comme certaines maladies, saute une génération? Écoutez, ça, je crois qu'on va le voir, puisque si dans 2 ans on a arrêté, c'est que c'était pas bon, c'est sûr. Est-ce que vous avez été choqué que François Cereza donne une suite aux Misérables? Alors, franchement, non. Franchement, non. Parce que là, c'est pas Victor Hugo qui l'en avait chargé. Non, Victor Hugo l'en avait pas chargé. En plus, il avait toujours affirmé qu'il était contre. Donc il avait dit de son vivant qu'il était vraiment contre qu'on poursuive son œuvre. Il était même déjà hostile quand on en a fait des opéras. Alors bon, mais franchement, ça ne le gêne plus beaucoup, quoi. Le sang de Bérurier et de San Antonio coule-t-il vraiment dans vos veines? Le vin de Bérurier, oui. Oui. Ça, c'est sûr. Est-ce que votre ambition est de vous faire un prénom ou de parvenir à faire oublier que vous en avez un? Non, c'est absolument pas de me faire un prénom, puisque d'abord, je vais essayer au maximum de ne pas signer de mon nom, je m'en fiche complètement. C'est de continuer le nom composé de mon père. Alors, je voudrais vous dire que pour avoir notre sympathie, Patrice Dard dispose d'autres atouts que le fait d'être le fils du grand Frédéric.
D'abord, il adore les à peu près et les jeux de mots, et dans des livres qu'il a publiés sous son nom, les titres sont à cet égard extrêmement révélateurs. En tout bien, toute horreur, garantie sur fracture, objet violent non identifié, French concon, pour lequel j'ai une faiblesse, des égouts et des couleurs, et enfin, c'est peut-être inspiré par Jean-Jacques Perroni, l'espion qui souffrait du foie. Du foie, oui. Plus, alors... Enfin, pour Castelli, j'en ai une, la paille est là. plus un goût... Pour les livres de cuisine. Pour les livres de cuisine, voilà. Frédéric Dard, c'est lui qui a écrit « Monsieur, voulez-vous sortir de ma fille ?» Voilà. Excusez-le, il a des renvois. J'ai invité Philippe Castelli parce que j'ai pensé que sans nous, vous ne l'approcheriez peut-être pas d'aussi près. C'est sûr. Ensuite, vous n'avez sans doute jamais entendu d'histoire aussi débile. Hein. J'ai gardé la première qui est une... peut-être la plus bête que vous ayez jamais racontée. Hein. Ah, j'ai une histoire. Toc, toc, toc. Qui est là? Le cambrioleur belge, madame. Non, c'est pas qu'elle est drôle, mais elle est meilleure que celle que vous entendrez ensuite. Alors, il faut dire que nous avons vécu des heures tragiques, mais qu'il y a un travail de deuil qui s'effectue parallèlement à un travail d'humour. Bon, dans les médias maintenant, on commence à oser rire avec ce qui donne encore à craindre. Bon, par exemple, dans le Canard enchaîné, c'est quelques lignes. Le baril à $22, baisse du brut. La tête de Ben Laden à 25 millions de dollars, hausse de la brute. Pas mal. Ah oui. C'est pas mal, hein. Et puis alors, l'histoire qui fait beaucoup rire à Islamabad, investissez dans les rasoirs, leur valeur va augmenter beaucoup, car tout le monde rasera sa barbe lorsque les talibans seront partis. Voilà. Est-ce que Philippe Séguin est taliban? Parce qu'il en a une longue, hein. Ah non, elle est devenue plus courte. Non, De non. quoi vous parlez? De sa barbe, de sa barbe. Ah non. Moi, Patrice, je voudrais vous poser une question, parce que quand Françoise Dorin a commencé à écrire pour le théâtre, on a dit que c'était des restes de son père, qu'elle avait retrouvé des papiers, qu'elle a arrangés, etc. Évidemment, on s'est aperçu que c'était son propre talent, puisqu'elle a écrit des livres, elle a écrit des pièces de théâtre avec beaucoup de succès. Est-ce que Frédéric avait laissé des choses ou des... Mon père travaillait énormément et la maladie l'a surpris. Et en fait, non, pas grand-chose. Pas grand-chose parce qu'il publiait au fur et à mesure. C'est un homme débordé toujours. Et il y a un peu de théâtre. Un peu de théâtre, on en parlera peut-être un jour d'ailleurs. Ah oui. 2 pièces de théâtre. Ah oui. Mais pour l'instant, je laisse d'abord la priorité à la... Il avait quand même un rythme de production littéraire qui va vous être difficile d'égaler. Ah, mais hein. on va pas du tout essayer. Je suis pas là pour un challenge contre mon père. Hein. Pas du tout. Vous travaillez le matin? Le matin, l'après-midi, il travaillait... à la fin de sa vie, il travaillait plutôt le matin parce qu'il était fatigué l'après-midi, mais à une période, il écrivait 7 San Antonio par an. Oh là là. Ça prend un bouquin de moins de 2 mois pour un bouquin. Et des bouquins qui se vendaient bien, donc c'était pas des torchons, c'était vraiment des bouquins qui étaient chouettes. Et c'était un travailleur hallucinant. Il écrivait encore 3 livres par an jusqu'à la dernière année de sa mort. Oui, mais j'ai du mal à associer le mot de travail à ce que j'appellerais son devoir d'écriture. C'était tellement normal, il souffrait tellement quand il pouvait pas écrire. C'était un besoin d'écriture plus qu'un devoir. Et c'était quand même un travail. Moi, je le voyais devant sa page blanche, il est exactement comme n'importe qui. Et sa machine à écrire. Sa machine à écrire, il a toujours gardé une machine à écrire. C'est le contraire de Mazarine, hein, qui n'est pas un besoin d'écriture, c'est un besoin tout court. Oui, qui a été maintenant contrarié, puisque hélas, le lundi matin, nous n'avons plus sa chronique. C'est vrai, on a perdu un grand vide. Hein. Ah oui. Dites donc, à propos de perte,
Dites donc, Philippe, on va pas commencer là-dedans. Non, on va perdre Lipitz, hein. Oui, je crois que c'est foutu. Ah, le pauvre Pépère, il est mal parti, Il est mal hein. parti, oui. Ah, oui. C'est dommage, parce qu'on avait rigolé. Avec Laurent, on l'avait surnommé l'aimant à conneries. Il va être ravi trop tôt à l'affection des siens. Il faut dire que chaque fois qu'il prend la parole, il perd une belle occasion de se taire. Ah oui, hein. non, mais Oui. Moi, je récupérerais bien ses voix. Ah oui. 133, ça m'en ferait 135. Ah oui. Non, c'est signature. C'est signature, oui. Ah oui. Ah, oh, peut-être ses voix aussi, hein. Non, ça ira quand même un peu plus loin. Alors, bon, bah du coup, on se demande qui va le remplacer. Parce qu'il a dit, La mère, il est derrière la j'ai porte. pas l'intention de m'accrocher. Pas le Jean Giscard, hein. Ah non, Alors, moi, j'ai encore à vivre. Sauvez-moi. On va peut-être voir revenir notre ami Noël Mamère. Oh. Et peut-être Dominique Voynet. Ah oui. Il y avait une pub à la télé, ça C'est-à-dire qu'elle comparait assez à la vache était Milka. verte, maintenant elle est blette. Ah, c'est pas la galanterie qui vous étouffe, hein, tous, là. Non, j'aime pas le côté scout, moi. Moi non plus. Elle a un côté guide. Hein, Elle doit avoir des gros mollets. Oui, Ah, marchons. sûrement. Marchons, Des gros mollets de marchons. campeur, vous voyez. Ouais, elle a dû être élevée au curare, ça se sent. Hein. Bah, oui, d'ailleurs, c'est dans son métier. J'allais vous dire qu'elle a la formation professionnelle qui convient pour faire carrière dans la politique, puisqu'elle est anesthésiste. Oui, elle en dort beaucoup. Remarquez, Bernard Kouchner est bien gastro-entérologue. Ne donnez pas du mal de Kouchner, toi. Vous croyez qu'ils vont faire affaire à deux, ma mère et elle? Ah, je crois pas. Il va falloir choisir Ouais. entre L'homme et l'homme. Oui. Ah, dites donc, il y a la justice brésilienne, et ça c'est une leçon pour les humoristes français, enfin ceux qui pratiquent la plaisanterie facile. Il vient de condamner un patron qui traitait une de ses secrétaires de blonde, écervelée et idiote. Donc c'est quelque chose à bannir, au moins au Brésil, parce que ici il y a quand même une tradition qui fait de la blonde. Loana, il était pas oui. dedans. Je crois que vous avez une histoire de blonde, hein, mon pauvre ami. Voilà. C'est nous qui sommes en train, là. Attendez, c'est le merdier dans ses papiers. Attends, me trouble pas, ma non, chère. mais- Ah, voilà. Ah, voilà. Une blonde entre dans une parfumerie désirant acheter un déodorant pour son mari. Alors la vendeuse lui demande: votre mari utilise un déodorant à boule? Et la blonde répond: mais non, c'est pour ses bras. Non, c'est de la même veine que la coiffeuse qui dit au client, je vous fais un shampoing aux œufs, il dit non, pas aujourd'hui, j'ai pas le temps. La tête seulement. Ah, on en connaît des bonnes, mais elles sont pas neuves, hein. Les grosses têtes d'aujourd'hui sont Jean-Claude Brialy, Jean-Pierre Coff, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Philippe Castelli et invité d'honneur de Philippe Bouvard, Patrice Dard. Et voici, pour ne pas faillir à notre mission culturelle, la première citation dont je vais vous demander d'identifier l'auteur. Elle est choisie et envoyée par Monsieur Lopez. Dont la pharmacie sera de garde dimanche. Oui, À la Agathe. grande joie de Richard Virenque. Qui a dit « Tout individu caresse le secret espoir que son slip deviendra un jour une relique. » Chirac. C'est vrai qu'on l'avait vu sur son balcon. Dans la première apparition, il était dans un slip et les observateurs ont dit légèrement avachi. Oui, oui. C'est un petit bateau qui a mal vieilli, à mon avis. C'est Maurice Kangourou qui a dit ça. Non, Je pense que c'est mon père. oui, c'est c'est même Frédéric sûr. Dard. Bonne réponse de Patrice. Et alors tout de suite une deuxième citation, je dis pas une seconde parce qu'on terminera tout à l'heure par une troisième, de Monsieur Folenfant, et elle n'est pas de Frédéric Dard, celle-là. Mais elle va réjouir les machos que vous êtes. Qui a dit « La femme a les pieds plus petits que l'homme pour être plus près de l'évier ». Ah oui. Des proches. Ah, Non, il est... Francis Blanche. Il vit toujours. C'est pas Marcel Mobalpa, non. Non. Pierre Doris. Non. C'est un rigolo. Ah oui, c'est un rigolo. Il nous fait rire d'ailleurs. Il nous fait rire encore. Guy Bedos. Non. Ah non, non, un vrai rigolo. Ah non, vrai.
Daniel Prévost, non. Non, un rigolo. Raymond DeVos. Il vient ici? Il vient ici. Jean-Yann? Jean-Yann, oui. Non. Pironi. Swim. Non. Pironi. Non. Ah, il a un sens de la formule. Kersozon. Non. Junio? Non. Il vient régulièrement, hein. Il vient régulièrement. Ouais. Ça va lui faire de la peine que vous cherchiez autant son nom, hein. C'est Jean-Claude. Non. Non. Il n'est pas avec nous aujourd'hui. Il n'est pas avec nous aujourd'hui. Le règlement intérieur interdit de citer quelqu'un oui. qui est présent. Alors, c'est Thierry Roland. Non. Bernard Mabille? Bernard Mabille. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Marquez lui, il faudrait qu'il porte des chaussures un peu plus longues à cause de son ventre quand même. Je pense que c'est une jolie définition. Bon, il n'en pense pas un mot, bien sûr. Oh, bah non, un homme qui est marié, extrêmement heureux en ménage. C'est pas parce qu'on est marié qu'on peut pas penser ça. Oui. Au contraire. Oui. À propos de mariage, Christophe et Julie vont se marier. Vous savez, ce sont deux anciens lofters. Oui. Mais il va falloir noyer les gosses. Il y a déjà la piscine, hein, on peut Oui, le c'est faire. vrai. Oh, mais elle est sale, elle est pleine de... Mais Elle doit être C'est sale, ceux la qui ont piscine. gagné. Non. Ce sont ceux qui ont Alors, gagné. il y en a un qui a gagné, c'est Christophe. Et d'ailleurs, il va, avec le 1,5 million que M6 lui offre, acheter un appartement à Paris où le jeune couple pourra habiter, sachant que Julie, elle a quitté le loft assez tôt. Hein. Ah oui. Voilà. Bon, Au passons tout à autre début, chose. Bon, c'est une bonne nouvelle, ça aura au moins servi à quelque chose, une cette belle émission. histoire. Ils vont divorcer dans 2 C'est pas mois. tellement mal, ces émissions. Ils vont divorcer dans 2 Ouais, mois. j'aurais bien participé. Vous le voyez faire des frivolités à Loana? Ils vont peut-être faire un remake, Hospice Story. Toujours à la rubrique des mariages, et là ça va en attrister certains, le Parlement espagnol vient de rejeter 5 propositions de loi de réforme du Code civil qui devaient permettre le mariage des homosexuels. Voilà. C'est un peu triste ça, Je hein? n'irai pas en Espagne. Ben non. Et pourtant, j'en ai connu des toreros. Et des glands d'Espagne. C'est bien ça. Oh, monsieur Pardon, Philippe, excusez-moi. monsieur Philippe. Excusez-moi, monsieur Jean-Claude. Ah oui. J'ai pas voulu vous froisser, hein. Oui. J'avais un slip rouge là-bas pourtant. Une question de monsieur Brémond de Dijon qui mérite une réponse dénuée de salacité, mais précise néanmoins. Ah bon? Ah. Que signifie en argot scalper le mohican? Se faire circoncire. Non, Se faire châtrer. non. Se faire faire un plumet. Alors, voulez-vous traduire en français courant? Une fantaisie buccale. Une bucco-pharyngée. Voilà. Une pipe, quoi. On dirait un aérosol. Pipe, oui. Une bonne bouffarde de derrière les fagots. Excusez-les. Hein. Ah non, mais... Comment vous Avec avez un été dessin habitué, hein. Oui, parce scalper le mohican, je pense qu'il l'a piqué dans un oui. centenario, de toute Ah oui, façon. oui. Alors là, Ah oui. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Mais vous savez que j'ai un autographe de San Antonio. J'avais fait l'école buissonnière, et c'est vieux, c'était Bravo Docteur Beru qui oui, sortait. je me souviens bien. Il était à la foire au livre à Nogent, j'avais été à Nogent, et il m'avait mis, Jean-Jacques, cette littérature médico-illégale. Sympa. Eh ben, moi, j'ai beaucoup de souvenirs très, très affectueux de votre père, mais je suis obligé de penser à lui 10 fois par jour parce que j'ai sur mon bureau une pendule qu'il m'avait offerte pour mon anniversaire. Alors, chaque fois que je m'inquiète de l'heure, je pense à lui. C'est une bonne méthode. Une pendule aussi, Philippe, et je l'ai laissée à l'Élysée en partant. En espérant la retrouver, vous allez la C'était retrouver. la 40 ans plus tard. pendule du grand-papa Bardou, hein. Tout à fait, tout Vous à vous fait. souvenez? Oui, oui. Ah, Et oui, depuis, oui. je me suis fait remonter la pendule plusieurs fois. Par anémone. Par anémone. On n'en parle plus d'anémone, parce qu'elle va revenir à l'Élysée, du coup. Ah, c'est comme les vieux ragoûts de mouton, ça revient toujours. Oh. Non, mais elle s'occupe de ses œuvres très bien. C'est un vase. Non, mais c'est une femme... Discrète et qui s'occupe de ses œuvres. oui.
Et puis elle ne doit pas se marrer tous les jours. Non, mais d'ailleurs ça se voit, hein. Oui. Mais maintenant que son mari va avoir un parc d'attractions à Vulcania, il pourra lui faire avoir des places gratuites. Non, mais ce qu'elle aime pas, c'est quand il est pas occupé, qu'il traîne en mule dans la maison et puis il joue un air d'accordéon le matin quand elle est sur les tapis, tout ça, ça l'énerve un peu, un émeuble. Il a des montgolfières. Hein. Il a des montgolfières. Hein. Alors Giscard. Mais de qui tu parles, Maréchal Pétain? Giscard d'Estaing, il a des montgolfières. Les ballons d'Alsace, non? Ou de Vosges Sous les yeux. Bon, Tu peux parler, toi mot, qui convient. Les Moi, ballons- je dirais plutôt qu'il est maintenant apte à publier dans le livre de poche. Hein, vous voyez, c'est plus littéraire. Hein. Ouais. Oui, c'est rendez-vous les yeux, vous êtes fermés. Alors, dans le canard enchaîné, j'ai découpé à votre intention ce petit dessin où... C'est bien à la radio. Je vais vous dire ce qui est. C'est un paquet de cigarettes sur lequel il y a simplement marqué « Ne pas fumer nuit au financement des 35 heures ». C'est quand même assez rigolo. Martine Aubry nous a emmerdés jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout filtre même. Et Oh, oui, puis... Titine. C'est gentil, Titine qui dit l'autre. Il l'appelle Titine, hein. Il Il l'appelle Titi, non mais franchement. Et puis il a un gros. Monsieur Castelli, pensez-vous que vous êtes le mieux placé pour vous moquer du physique de vos contemporains? Hein? Je pose la question amicalement. Hein? Oh ben, c'est pas se moquer. C'est un signe de prospérité. En tout cas, depuis le temps qu'il y a la braderie de Lille, on la laisse sur le trottoir, personne ne les en débarrasse. Hein. Bon, tu te tais un peu, toi, Pépère. Oui, d'accord, Pépère. On dirait les vieux de la Ta mère est tellement frigide que quand elle se lave le derrière, elle met de l'antigel dans son bidet. Oh, c'est chic. Oh, c'est très bien. Après la main du Giscard d'Estaing, c'est très chic, là, le salon. Un salon littéraire. Tiens, la table, ah, et voilà, et puis... Oh, il mouille son doigt. Oh, il a sorti une longue pâteuse pour mouiller le guégué, alors. Oh, c'est Ta dégueulasse. mère est tellement moustachue que quand elle bouffe une banane, on dirait un film de cul. On croit être au fond et on descend encore plus bas. Et puis une Oh, troisième, allons-y, c'est un festival. une troisième, Oui, oui. ta mère est tellement moche que quand ils la voient, les cannibales préfèrent se bouffer entre eux. C'est du Doris, quoi, hein, mais en plus vulgaire, hein, quand même. Il faut qu'il aille voir le film La Chambre des officiers. C'est un film sur les gueules cassées, c'est pour toi. Les grosses têtes jusqu'à 18h. Philippe Bouvard invite aujourd'hui Philippe Castelli, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni, Jean-Pierre Coff, aussi Jean-Claude Brialy et son invité d'honneur, Patrice Dard. Question de Madame Vérin qui s'adresse, dit Madame Vérin, qui habite Liège, à Jean-Pierre Coff. Le petit beurre, lu, a fait la renommée de Nantes. Montaigu, la digue, la digue. Qui se cache derrière ces deux initiales? Lefebvre utile. Utile. Pouvez-vous me citer les prénoms de... Gilbert et Maurice. Non. Je crois que c'était un homme et une femme. Georges, Utile, c'est Alors, charge utile. Lefebvre, il était pâtissier et il s'était associé et marié avec une dame utile. C'est toujours utile, une bonne femme. Qui était fille d'un confiseur. Si c'est pas utile, ça dépanne. Oui. Alors, connaissez-vous les prénoms, Monsieur Coff? Gilbert et... Comment? Non, Georges. André, Non, je crois que vous trouverez pas parce que vous êtes nuls, quoi, hein? Bon, attendez, on a trouvé Lefebvre utile, alors maintenant, si on Bah pinaille... oui, ça, Lefebvre utile, c'était facile, mais les prénoms, hein, on repassera, hein? Oh, bah, c'est des prénoms français. Maréchal Lefebvre. Oui, tout à fait. Alors, on a déjà le premier, Georges. Non, Maurice. Gilbert. Non, c'est un prénom composé. en fait. Jean-Claude. Et que je n'ai jamais vu Jean-Pierre. employer, c'est la première fois que je vois ces deux prénoms associés. Jean-Daniel. Ah non, Alors Jean- c'est Jean et puis il y a autre chose derrière. Jean-Édouard. Non. Jean Feutre,
Ah, il est en forme hein, aujourd'hui. Bon, ben je pense que le moment est venu de prononcer la victoire de Madame Vérin, qui va recevoir 150 €. Les deux protagonistes du Petit Beurre, c'était Jean-Romain Lefebvre et Pauline Utile. Voilà. Inutile. Oui, ben, Pauline Utile, c'est... Hein, ouais. Jean-Romain. Oh, il y a eu dans l'IB une critique que je vous recommande sur un film qui a d'ailleurs été primé au dernier festival américain de Deauville et qui s'appelle Hedwig and the Hungry Inch. C'est pas mal. Ah non, attendez, c'est un chinois, là. Vous parlez en quoi, là? C'est un chanteur travelot mal opéré. Alors ça repousse. Oui. Et alors, la critique est intitulée Hedwig von Beethoven. Il fallait le faire, hein, ça. Et qui c'est qui joue le rôle? Le réalisateur et l'auteur qui s'appelle John Cameron Mitchell. Ah, quand même. Vous le connaissez? Non, pas du tout. Non. Enfin, vous le remarquerez sûrement. Et vous le connaissez peut-être, vous dites au Bois de Boulogne. Et puis, pour donner à Monsieur Castelli une leçon d'histoire... Oh, j'ai pas besoin. Ben si, je vais vous faire entendre un des papes de la spécialité, Carlos, dans une prestation qui est demeurée historique puisqu'on a choisi de la garder et de vous la faire entendre aujourd'hui. J'ai vu un type qui allait chez son toubib à Bruxelles. Il dit bonjour docteur, je viens vous voir parce que on m'a dit que dans l'acte sexuel il faut prendre des précautions. Je dis bien sûr monsieur, asseyez-vous, il faut absolument prendre des précautions. Il dit pourquoi? Je dis à cause des maladies. Ah bon oui, vous avez le sida, vous avez l'hépatite, tout ça, là, les maladies sexuellement transmissibles. Ah oui, oui. Vous vous protégez monsieur? Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? Je mets un préservatif? Oui, c'est bien, c'est ce qu'on a trouvé. Puis je mets aussi des gants, hein, des grands gants Marpac, les gants pour la vaisselle. Oui, c'est bien aussi. Et votre partenaire? Et le type le regarde, il fait, je m'excuse, mais quel partenaire? Ça rappelle une autre blague de Carlos, belge et sexuel à la fois, où un gendarme s'approchait d'une voiture dont les vitres étaient très embuées dans les bois de la Cambre. Il tapait contre le carreau et il y a un homme tout nu qui baissait la vitre et on lui demandait ses papiers. Pour attentat à la pudeur et aux mœurs, on lui délivrait une contravention. Et puis à ce moment-là, il y avait une deuxième personne toute nue qui disait bonjour au gendarme et le gendarme disait « Ah, vous êtes deux !» Vous avez aussi le Belge, tout seul dans sa chambre d'hôtel, il s'est monté une bouteille de Perrier, il a des capsules, il se fout devant la glace et puis il commence à se masturber, il fait « Ah, le champagne et les femmes !» Je connais une histoire belge par cœur. C'est une épitaphe sur une tombe. Oui. Ah, vous voyez quand je vous disais que j'étais gravement malade. Et machin, il a ri. Bon, il doit penser à autre chose tel que je le connais. Je ne sais pas si vous avez vu dans Le Monde, il y a une page presque complète qui est consacrée à une révolution. Le mot n'est pas trop fort. On va substituer aux prothèses... Que Dieu vous bénisse et vous protège. Oculaires. On va substituer la chirurgie ophtalmologique. Et alors évidemment, j'ai pensé qu'il y avait une personne en France qui serait la première touchée, c'est Alain Afflelou. Bonjour Monsieur Afflelou. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Ben dites donc, si Le Monde dit vrai, vous allez pouvoir vous consacrer au football, hein? Oui, oui. En fait, si vous voulez, c'est une chirurgie réfractive à base de laser. Le principe des défauts visuels, c'est que la cornée est soit trop bombée, soit trop plate. Et par laser, ils arrivent à resurfacer la cornée pour obtenir une correction normale. Alors il faut ouvrir une clinique, oui, oui. Alors il y a... Vous pourrez faire un livre aussi, premier de cornée. Non. Ouais. En ce moment, en bourse, si vous voulez, les gens qui vendent ce type de laser sont les rares actions qu'il faut acheter. Mais c'est spectaculaire pour les gens qui ont de très grosses corrections. C'est moins
important et moins vrai, et c'est encore pas tout à fait à 100% au point pour des gens qui ont des petites corrections. C'est quand même une intervention chirurgicale. Je crois qu'il y a, de toute façon, si vous voulez, il y a une expression qui dit je tiens à quelque chose comme la prunelle de mes yeux. Il y en a une autre qui dit, elle est de Racine, qui veut voyager loin ménage sa monture. Voilà. et je crois qu'il y a un autre proverbe qui dit, quand on n'a pas de problème, quand on est bien avec son vin, c'est pas peine de se chercher. Bon, mais attendez, la question que je voulais vous poser, si vous vendez plus de lunettes, qu'est-ce que vous allez vendre? Des lunettes pour cabinet. Je me spécialisais dans je me spécialisais. Non. Il y a un avenir pour les lunettes parce que les gens, je vous dis, les gens qui ont des grosses corrections, on n'arrive pas à faire des choses qui leur suppriment complètement le besoin d'une lunette. Bon, donc il y a encore de beaux jours pour l'optique et les opticiens. Je vous présenterai Madame Mouskouri, qui est mon ami. Ah ouais. Elle a beaucoup de lunettes. Et pour les presbytes, ça marche aussi? Eh bien oui, c'est en train de se mettre en place. Loana va se faire opérer. Non mais j'avoue que la lunette finit par tenir sur un visage et dans une vie une certaine importance. Je me vois mal ne plus avoir de lunettes. En plus, c'est votre seule chance de faire figure d'un télo, hein, Jean-Jacques Perroni. Les petites lunettes Ça fait longtemps que les lunettes font pas figure d'un télo. Non, mais les petites lunettes comme vous, là. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'elles ont, mes petites lunettes? Elles vous plaisent pas, mes petites lunettes? Elles sont Monsieur s'il te plaît, elles lui plaisent pas, mes petites lunettes? le loup, Il me cherche? est-ce que vous portez vous-même des lunettes? Oui, tout à fait. Mais par coquetterie, il y a un verre. Ah non, je porte des lunettes pour voir de loin. Et de pour près, voir de près également, je porte des verres progressifs. Parce Vous portez des lunettes Lissac? Pas encore. Excusez-le, c'est Castelli. C'est pas grave. Il vient de se réveiller. Lui, il a besoin d'une prothèse cérébrale. Hein. Pas encore. Dites, pendant que je vous tiens, Alain Flelot, mais là on passe du cristallin au ballon rond, oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'interruption du match où le Paris Saint-Germain était en train de tenir le haut du pavé pour cause de panne d'électricité? Alors quand j'ai su que c'était arrivé, j'ai dit merde, ils n'ont pas de peau. Quand j'ai réalisé que c'était en Roumanie, j'ai dit ils ont bien joué. Merci Alain Flelot. Merci à vous. Merci. Pendant un match de foot, c'est normal qu'il y ait une panne de courant parce que les footballeurs, c'est rarement des lumières. Hein. Oh non, il y en a quelques-uns. Ah oui. Il y en a qui sont J'ai plus cons. écouté Lesquels? vous avez écouté C'est des noms. Oui. L'autre jour, Zidane a dit je ne sais pas comment je vais gérer ces 4 années qui me restent à jouer. Vous vous souvenez de l'histoire qui s'est déroulée à Nancy? Il y avait un banquier. Non. Le banquier, le directeur d'une succursale de banque, avait pris tellement à cœur les intérêts d'une cliente qu'il avait eu avec elle des rapports extra-professionnels. Et le mari de la dame qui était coiffeur dans la même ville. Il paraît qu'ils vont geler ses avoirs, on m'a dit. Vous avez un RIB? Non, j'ai un ZOB. S'était vengé en mettant le nom du personnage qu'il avait fait cocu et la raison sociale de la banque où il travaillait sur le lumineux de son enseigne. Alors, alors, on n'a plus le droit de se vanter? Non, mais c'est le cocu qui a été condamné finalement. C'est honteux, ça. Il va verser 50 000 francs au malheureux dont il a pris la femme. Au directeur de banque. Alors, voilà. C'est scandaleux. Ouais. Cela dit, 50 000 francs pour être débarrassé de certaines femmes, c'est pas cher. Hein. Ah non, c'est même donné, je veux dire. En cuisine, demande Madame Fournier, quel nom porte la petite bourse de crêpes farcie d'une préparation chaude ou froide, fermée avec un lien alimentaire? Une aumônière, il l'a dit, c'est Patrice Dard. Je pense qu'ils le savaient tous. Hein. Moi, je croyais que c'était la femme d'un aumônier, l'aumônière. C'est aussi ça. C'est aussi ça aussi. Celle qui tient les bourses. Question de Monsieur Lotte, dont vous avez bien connu les filles. Oui. On appelait les Lolottes d'ailleurs. Et sa femme, mais les chats. Les chalotes. Pourquoi les pièces de Shakespeare sont-elles écrites moitié en vers, moitié en prose? Parce que... C'est un collectif. Non, il y avait les femmes et les hommes.
Non. Il y a Alors, les aristocrates parlent en noble. Oui. effectivement, il y a un distinguo entre Oui. les personnages. Oui, oui, parce qu'ils étaient sur scène. Ah oui, ça, les acteurs, ils sont souvent sur scène. Hein. Oui, non, mais je parle du public, moi. Les bons parlent en vert et les méchants... Non, on n'était pas aussi manichéistes. Mais c'était pour les aristocrates, les verts? Oui. Exactement. Les personnages de naissance noble parlaient en vers et les roturiers en prose. Excellente réponse de Jean-Claude Brialy. Et puis une bonne nouvelle, alors pour ceux qui s'intéressent à l'aristocratie anglaise, Élisabeth II, la reine, vient de se voir offrir son premier téléphone mobile. Ouais. Vibreur. Elle a eu pas mal de peine pour en maîtriser le fonctionnement. Mais aujourd'hui, elle ne le quitte plus. Ça va être très bien quand elle va être sur son cheval pour les défilés, elle aura un coup de téléphone. Donc ça va être très élégant. Ou le soir, quand le duc d'Édimbourg ne vient pas. Oui. Ouais. Allô Philippe, où es-tu? Je ne sais pas si elle monte encore à cheval. Elle tombe. En Amazon. C'est la pauvre Margaret qui a pas bonne mine. Oh là là. Oh, le spectacle. Elle a pas un cheval, elle a une petite voiture, hein. Ah oui, c'est terrible. Elle peut aller à Vincennes. Parce qu'elle a été mignonne, Margaret. Oh, dites, dans votre jeunesse, hein. Oui, dans ma jeunesse. Enfin, mignonne. Elle était accueillante, non? Oui, oui. Oui, je crois. Et elle aimait beaucoup les artistes. Oui. Elle connaissait Castelli ou pas? Elle devait prendre tout ce qui passe, il avait sa chance. Mais je crois qu'elle a été victime des excès. Oui. Elle a beaucoup bu, Alcool, beaucoup fumé. drogue. Ah oui, oh là là. Elle buvait? Oui. Ben, c'est pas un défaut. Mais la Queen, c'est pas une affaire. Hein. Qu'est-ce que vous en savez? Oh, elle est bien moche. Elle a des chapeaux, elle doit se les faire elle-même. Parce que c'est moche. C'est vrai que la vieille est plus avenante. Ah, moi, hein. je la trouve plus sympathique. Ouais, la vieille, quoi. Mais la vieille, elle picole, elle aussi. Ah oui, il picole et puis elle n'a pas craché sur le sexe. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Avec son commande des gardes. C'est pas vrai. Ah oui, ça y allait. Ah, dis donc. Elle a pleuré Georges VI 2 nuits et après, hop, hop. Et ça conserve. Regardez-nous. Donc, c'est pas un portable qu'il lui faut, c'est un standard. J'ai au bout du fil Jean Dutour. Bonjour Jean. Bonjour mon petit Poupounet. Je préfère être votre lapin finalement que Poupounet qui est bah, un peu ridicule. Vous n'êtes jamais content. Les Poupounet, c'est pas ridicule, c'est historique. Alors, C'est comme ça que vous appelez ça Pritch. Mon Poupounet, mon Bouvardounet. c'est vrai. Voyons, alors enfin. C'était charmant, mais C'est ça ne ça. nous a jamais mené jusqu'au lit, hein. Oui, ça. J'étais pas volontaire non plus. Oh, Encore pour ça, que Pritch, c'est bien gentil. elle avait une réputation. Ah bon? Ah, c'est une grande amoureuse, hein, je Oui, crois. tout à fait. Oui. Ah, j'en sais quelque chose. C'est vrai que Philippe Castelli avait tourné avec elle, hein. Et vous aviez échangé un fougueux baiser. Oh, et pas seulement des baisers. Ah bon? C'est pas vrai. Ouais. Alors voici la question de Monsieur Robin, Jean Dutour. Oui. Pourquoi une vierge est-elle plus sujette qu'une autre personne à la suffusion? C'est parce qu'il n'y a pas de tirage quand elle broye. Et c'est dans le livre de Ricazaraï, ça, la suffusion, non? Non, mais c'est dans le dictionnaire de l'Académie. La suffusion? Oui. Ben, on n'est qu'à la lettre M, alors là, vous comprenez, je connais pas encore ça. C'est dans le littré. Il y a 2 F à suffusion. Il y a 2 F. Savoir avec la suffocation. Non. Des boutons sur les lèvres? Le sang, ça. Non. C'est un échauffement? Oui, oui. Oui, C'est mais... sexuel. Ça a à voir aux parties génitales de la dame en question. Non. Non. Les nichons peut-être. Si on savait ce que veut dire suffusion, est-ce qu'on trouverait? Mais c'est la question appelle cette réponse. Alors attendez, Le fait d'avoir de il la faut clé, rappeler peut-être. quand même que la suffusion, c'est un truc physiologique, c'est la pénétration des tissus par un, je sais pas bien quoi, par des liquides organiques. Non, des cherchez choses pas comme de cochonneries, c'est plus simple. ça. Ah, c'est plus simple la suffusion. C'est une irritation. C'est pas de l'acné? Non. Quelque chose comme ça? C'est pas de l'acné, mais ça se manifeste sur le visage.
Ah, de rougir. Ah ben c'est des rougis. Exactement, c'est le rouge qui monte aux joues des personnes timides Ouais, j'ai vu ça. et qui parfois d'ailleurs peut s'accompagner d'une éruption cutanée sur le haut de la poitrine. C'est des rubescences. C'est les rubescences, vous avez dit. Des rubescences. Oui, mais là nous sommes dans la suffusion. Ouais. Alors, Mais c'est donc un synonyme. Synonyme. Pas tout à fait Vous là. croyez que les vierges rougissent si souvent que ça? Bah oui, parce qu'elles Non, mais pensent qu'à ça. la rubescence, c'est l'effet, et la suffisance, c'est la cause. Voilà, c'est une bonne Alors- réponse de Patrice Dard, monsieur Tutour. Dites pas tout ça. mais alors, Georges Ségui, vous vous rappelez, il était rougeau. Oui. Il était vierge alors. Alors, une question de rattrapage de Madame Simonard. Après la mort de Marie-Thérèse, quel prélat... Quel prélat français, Marie-Lise. archevêque de Paris, bénit le mariage secret de Louis XIV et de Madame de Maintenon? Ça devait être Ardouin de Périfixe, non? Non, mais il a aussi un Ah, nom... c'était le cardinal de Noailles. Non, mais il a un nom à rallonge aussi. Faut dire que dans son patronyme aristocratique, il y avait une marque de moto. Honda. Non. Le cardinal de Honda. Ouais. Le cardinal de Moto Bécane. BMW. Monsieur de Harlay. Oui, alors, exactement. C'était François de Harlay de Champvallon. Bonne réponse de Jean Dutour. Mais je crois d'ailleurs que c'est revenu spontanément et que je vous ai pas aidé beaucoup parce que vous n'êtes pas très familier avec les deux roues, hein. Pas énormément, non. Et surtout les deux roues qui font du bruit. Vous allez bien, monsieur Dutour? Mais oui, monsieur Castelli, toujours enchanté d'entendre votre voix mélodieuse. Vous allez raconter une histoire à monsieur Dutour, là. Oui, uniquement pour lui, hein. Monsieur Dutour, voilà l'histoire. Oui, ça excite alors. Un officier rassemble sa compagnie et il annonce: dimanche prochain, il y a le défilé de la victoire. S'il pleut le matin, il aura lieu l'après-midi. Et s'il pleut l'après-midi, il aura lieu le matin. Bravo, monsieur Castelli. Voilà, bah, je remercie Jean Dutour et Philippe Castelli, réunis encore une fois Le par général. la grâce des grosses têtes. Joli. Ah, c'est un vieux classique. Ah, C'est joli. l'éclipse de soleil aura lieu demain matin, et s'il fait pas beau, elle aura lieu sous le préau. C'est très joli. Dans mon coup, en Bretagne, il y avait les gars, ils étaient un peu énervés, il y avait trop de touristes, alors ils avaient mis un panneau derrière le comptoir. En raison de l'affluence de touristes, la grande marée du 28 août est reportée au 12 septembre. Et il y a des gens qui étaient persuadés que c'était vrai. Moi, l'histoire militaire la plus idiote que je connaisse, elle est vieille, c'était un petit dessin. On voyait une cour de caserne, il y avait un énorme tas de terre au milieu, et puis il y avait un bidas qui était à côté avec une pelle, et l'adjudant désignait au bidas le tas de terre, et il lui disait: il faudra creuser un trou pour m'enterrer ça. C'est joli. Une question de Madame Cauchouette-Guéret. Comment la femme d'Hermann Göring s'y prit-elle pour lui faire parvenir la capsule de cyanure avec laquelle il devait se suicider? En lui roulant un patin. Oui, exactement. Ouais. Elle l'a embrassé lors d'une de ses visites en prison et la capsule est passée d'une bouche à l'autre. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. On l'appelle le baiser de la mort. Ah oui. Alors, il est mort dans les bras de sa bonne femme. Non, il a croqué après, sinon elle serait morte elle aussi. Ah oui. L'expression des maîtresses de maison. Prends les patins, mon chéri. Mais comment est-ce que c'est possible? Elle n'était pas derrière des barreaux? Sa femme allait visiter son mari, on peut s'embrasser. En prison? Oui. Mais pas à l'époque. Moi, j'ai fait Maintenant, avec ta fille. maintenant on peut baiser, mais avant. Non, il y a des parloirs intimes qui sont... Il y a les parloirs sexuels, on peut y aller Ah oui plein pot. La seule difficulté qui m'a été signalée, c'est pour se passer la zigounette dans l'hygiaphone. Ça, pratique du tout. Ah bah si t'en as une toute petite, c'est facile. Mais il paraît qu'on se blesse quand on repart. Mais vous êtes sûr qu'il y en a maintenant? Ah oui, si, il y en a, oui. Et les matons deviennent des mateurs maintenant. Comme ça,
il y a une étude qui vient de paraître et que la profession hôtelière ne tient pas à divulguer, mais on doit tout vous dire. Les 5 à 7 représenteraient 15% dans la recette des hôtels français. Ça, c'est vraiment 15% d'imbéciles qui acceptent les cartes de crédit. La BZ dans l'après-midi, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. On dit la crotonne en termes hôteliers. Ouais. C'est fait au noir en général. Ouais. Payé en espèces, l'hôtelier qui accepte une carte de crédit, quel drôle d'idée. Il y a des traces. Prestation se donne lieu à un paiement en liquide. Hein. Ça paraît. Bah, moi, je paye en liquide. Oui, encore? Ouais, ouais. Et là, tu montes les escaliers, c'est tout. Il paraît que c'est le meilleur moment. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est Stéphane Zweig qui a dit le désir commence dans l'escalier. C'est pour ça qu'il s'est jeté par la fenêtre pour mourir. À quand remonte votre dernier rapport sexuel, Monsieur Castelli? Oh, il y a pas longtemps, la semaine dernière. Ah bon? À l'hôtel Meurice. C'est pas vrai. Ouais. Et avec qui? Oh, je n'ai pas demandé. Vous m'avez dit que vous avez vu son nom sur son maillot de corps et qu'il s'appelait Razurel. Non, il s'appelait Maurice, il a confondu. Ah, il a eu dans sa vie un CRS qui se prénommait Maurice, vous vous souvenez? Bon, ben, on m'a attribué déménageur sous prétexte que, en voyant que j'avais été transporté, un garçon bouché, enfin, tous les corps de bâtiment. Donc, il y a eu beaucoup de monde, quand même. Non, mais à l'hôtel Meurice, j'ai eu encore une belle vaillance. C'est vrai? Bravo. Je n'étais pas du tout avec un Razurel. Mais peut-être avec Viagra, alors? Non, mais je n'ai pas besoin de toutes ces saloperies. Tu pensais à qui? Une solutricine suffit. Et la rencontre s'était faite alors dans le hall de l'hôtel ou dans une rue avoisinante? Non, mais je la connaissais depuis longtemps déjà. Ah, oui. C'est une vieille alors? Ben non, elle n'est pas vieille, mais elle n'est pas libre. Ah, tu as vissé alors? Ouais. Ah, c'est une femme mariée? Ah oui, c'est ça. Jusqu'à 18h, Philippe Bouvard avec Philippe Castelli, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni, Jean-Pierre Coff, Jean-Claude Brialy et Patrice Dard. Vous connaissez la bruxomanie, non? Ça vous dit quelque chose? C'est frottage des dents, non? Oui, c'est une vraie maladie et dont peut souffrir quelqu'un, mais surtout la personne qui dort à ses côtés, puisque ça consiste à grincer des dents toute la nuit. Et ça s'use, hein, les dents. Et ça, mais exactement. Mais oui, mais moi j'ai cette maladie-là. C'est pas vrai. Mais oui, mon pauvre. Vous partagez ça avec le hamster, alors, parce que le non, hamster... j'ai pas de hamster chez moi, non, mais le hamster grince des dents, mais lui, ça exprime une satisfaction sexuelle. Ah bon? Ah. C'est pas votre cas. Mais Madame Hamster, est-ce qu'elle grince des dents quand elle gâte Monsieur Hamster en grinçant des dents? Ça doit être mal. Alors, qu'est-ce que vous faites contre votre bruxomanie, Monsieur Coff? Eh bien, je ne fais rien et j'ai tort. Il faudrait mettre une sorte de dentier. Une gouttière en résine. Oui, voilà, une gouttière de résine. Oui. Et ça vient du stress, il paraît. Ben oui, à force, comment voulez-vous qu'en venant ici, on ne soit pas stressé? Regardez Chirac, quand il voit Jospin, il grince, ça se sent. C'est plutôt grinçant, hein? Ah oui. Qu'est-ce que j'ai gardé pour Comment vous avez dit que s'appelait ma maladie? La bruxomanie. Ah bon, d'accord. Voilà. Ça se soigne. Ne vous laissez pas atteindre, parce que finalement, l'émail de vos dents disparaîtra, et même ce qu'il y a sous l'émail. Bah, regardez la mère Denis, elle n'avait plus rien, là. Rien. Monsieur Castelli, vous avez une dernière histoire. On pense toujours que c'est la dernière, puis l'on retrouve Non, il y en encore. a encore 8. Ah bon? Ah la vache. Aux assises, le président dit à l'accusé, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? C'est abominable. Violer une morte, mais c'est ignoble. Mais monsieur le président, je vous jure que je ne savais pas qu'elle était morte. Je croyais que c'était une Anglaise. Oh, elle a une barbe, celle-là. Bon, puisque vous vous intéressez aux histoires de fesses, sachez que on vient de lancer la peinture anale. C'est un couple dont l'homme est peintre et dont la femme fournit la peau de sa partie postérieure
pour réaliser des tableaux qui sont ensuite encadrés et vendus. Ah, oui. C'est toujours un tableau de partie. Oui, oui. Il y a aussi une autre façon qu'il a de faire des tableaux. Il demande à sa femme de... S'asseoir dans le pot? Non. De peinture? Il lui peinture les fesses, mais Yves Klein n'avait pas fait autrement. Oui. On lui enlève la peau? Non, là c'est alors beaucoup plus simple, c'est une application. Ah oui, puis c'est produit sur une toile. Simplement, comme les amateurs aiment bien les couleurs rouges, il lui donne une petite fessée avant le... Oui. C'est de l'infectionnisme. Oui. Bon, c'est charmant. On pourrait essayer aussi de faire de la peinture au pistolet avec un lavement. Oui. Ah oui. Là, ce serait du tachisme. Et il expose à la Fondation Jacob Delafont, j'imagine. À la galerie Fion. Est-ce que vous connaissez l'histoire des deux culs qui se rencontrent? Il y en a un qui dit à l'autre, alors comment ça va? Et l'autre. J'en connais une. J'en connais une. Une dame a pris rendez-vous chez le docteur. Oh docteur, c'est terrible, je ne sais plus quoi faire. Mon fils fait toujours dans sa culotte et souvent il se promène comme ça. Ben, ça n'est pas grave, madame, tous les enfants font ça. Mais peut-être, docteur, peut-être, mais à la fac, plus personne ne veut s'asseoir à côté de lui. Je vous avais dit de pas la raconter, je l'avais mis dans la poubelle, hein, celle-là. Ah non, ça aurait été dommage. Là, dans le même genre, le gars qui arrive chez le docteur, il fait docteur, j'ai la diarrhée, vous êtes aperçu comment? Bah, quand j'ai retiré mes pinces à vélo. Moi, ça me fait cet effet-là quand je suis sur une moto. Pourquoi vous montez sur une moto? À cause des motocyclistes. Non, pas du tout. Oh non, non. Je suis monté une seule fois dans ma vie sur une moto et j'ai eu ce malheureux accident. Ah, c'est là que vous l'avez eu. Ah, c'était terrible. Ça. Je crains la moto pour ça. Ça me crée un dérangement intestinal épouvantable. C'est pour ça que les motards de la gendarmerie, en général, ils vous suivent, ils passent jamais devant. Alors, au bout du fil, un auditeur, qui est un avocat de Boulogne, c'est Maître Gauthier Mougin. Bonjour, Maître. Bonjour, Monsieur Bouvard. Pardonnez-nous ce qu'on vous fait entendre, hein, qui n'est pas toujours du meilleur goût. Oui, ça, j'aurais du mal à le replacer au palais. Hein. Alors, quelle est votre attitude vis-à-vis des grosses têtes? C'est une source d'inspiration et il m'arrive de replacer quand je plaide des petites choses que j'ai entendues, des petites contrepétries, des petites plaisanteries. Oui, bah, en matière de construction, vous savez, les fouilles curieuses, c'est très facile. Hein. On oublie ça, personne ne s'en rend compte, mais ça vous fait rire vous, ça vous détend vous. Mais ça donne de bons résultats pour vos clients? Oui, non, parce qu'eux-mêmes ne se rendent pas compte, donc ils ne savent pas vraiment à quel spécialiste des contrepétries ils ont affaire, donc en fait c'est un peu gâché, mais bon, je ne le facture pas non plus dans mes honoraires. Donc je suis honnête avec eux. C'est tout ce que les grosses têtes vous inspirent? Non, les grosses têtes m'ont inspiré une réflexion qui a été longuement mûrie, qui a été renforcée d'ailleurs cet été en entendant les meilleurs moments, parce que je me suis rendu compte en réalité que bien souvent on citait des phrases, alors on citait des auteurs quelquefois dont vous disiez, Monsieur Bouvard, mais vous en avez cité tellement en 25 ans qu'ils n'étaient jamais venus aux grosses têtes, ce qui était faux. J'avais le souvenir qu'un tel ou un tel était déjà venu, ou bien qu'il n'avait jamais été cité aux grosses têtes, ce qui était également faux parce que une citation de... Il est pris en flagrant délit, mes amis, là, le petit pépère. Regardez la tête qu'il fait. Il n'est pas content. À la décharge de M. Bouvard, il y a tellement de citations. Je vous souhaite d'avoir dans votre carrière autant de citations que j'en ai dans la mienne, Maître. Hein. C'est plutôt mes clients qui ont des citations qu'on paraît en général, mais en réalité, je me suis dit, ce qu'il faudrait, c'est un index des grosses têtes qui reprenne tout depuis le début, la liste des invités, la liste des citations, et puis allant plus loin, je me suis dit, mais en fait, les grosses têtes, et c'est plus sérieux que les grosses têtes elles-mêmes, mais les grosses têtes, c'est quand même Excusez-moi de vous interrompre, monsieur, juste une seconde, j'ai pas bien compris ce que vous faisiez, mais je vois Philippe Bouvard qui a levé l'index et qui est en train d'agiter sa main. Et je voudrais bien savoir ce que ça veut dire, j'ai pas compris du tout.
Ça, c'est visuel, hein. Oui, mais enfin, ça se décrit bien quand même. Vous voyez les 4 doigts fermés, juste l'index qui pointe, et le coude déposé sur la table et se soulève comme ça. Vous voyez ce que ça veut dire, monsieur? Pas vraiment, non. Je vous laisse. Ah oui, mais quoi, c'est mon majeur, ça. Majeur. Je me suis trompé de doigt, monsieur, excusez-moi, mais c'est pareil, hein. La dame n'est pas contente que tu te sois trompé de doigt. Alors, maître, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que les grosses têtes méritent qu'on leur consacre une thèse? Oui, parce que je crois que vous êtes un reflet sociologique de l'époque et de son évolution, et quand on voit les thèmes abordés aujourd'hui qui n'ont plus rien à voir avec ceux qui étaient abordés il y a 10 ans, 5 ans ou même 3 ans, je crois que ça serait très intéressant qu'un étudiant en sociologie se penche là-dessus, réécoute ce qui n'est pas le plus désagréable, la plupart de ce qui a été enregistré, et puis disent voilà, au travers de RTL et des grosses têtes qui est une émission populaire, voilà comment la société était vue par les invités du pouvoir et par ses auditeurs, puisque les questions, c'est les auditeurs qui les envoient, donc ça reflète tout. Oui, non, mais il y a tout un travail à faire. Ah oui, puisque... bon, c'est pas ma branche, je suis pas sociologue, je suis juriste, mais j'aurais souhaité ou rédiger cette thèse à l'époque ou la diriger aujourd'hui. Ce qui est bien chez vous, maître, c'est que vous êtes silencieux. Non, vous savez qu'en argot de prison, c'est le bavard. Bon, maître, je vous laisse aller vers des affaires plus sérieuses, mais je retiens, et avec plaisir, l'idée de consacrer un vrai travail universitaire à un phénomène de société aussi important. Merci, maître. Question énologique, mais difficile, parce qu'il s'agit d'énologie parisienne. C'est Madame Douchy de la Varenne qui la pose. Quels sont les clos des 4 vignes municipales à Paris? Montmartre. Alors, il y a effectivement Montmartre, il y a des vendanges. Suresnes. Non. Belleville. Il y a Belleville. Oui, dans le 20e, oui. Ménilmontant, peut-être. Non. Montmartre, Belleville, il en manque 2. Ce sont des petites vignes, mais enfin, Passy. Non. Oh non, c'est pas dans les beaux quartiers. C'est dans le 20e, en général. C'est dans le 20e arrondissement, je crois. Alors, il y en a une qui doit être, les buts de Chaumont. Le Père Lachaise, non? Non. Près des objets perdus, là, vous savez. Ah, dans le 15e, alors. Ah, Vaugirard. Non, là. Morillon. Le clos du Morillon. Et puis, le dernier, alors ça, c'est le plus redoutable, parce que quand on prononce ce mot-là, on pense à un tas de choses pas très agréables, 3 fois par an. Ah, les impôts. Oui, Bercy. Eh ben voilà, c'est une bonne réponse collégiale. Les 4 villes municipales parisiennes s'appellent Montmartre, Morillon, Belleville et Bercy. Vous les avez goûtées déjà? J'ai goûté à un truc de Montmartre, c'est pas très bon. Mais c'est beau. C'est beau, il a très beau à voir. Les vignes sont belles, mais c'est pas... on les voit pas, rue des Morillons, on voit rien du tout. Parce que c'est perdu? Enfin, c'est une toute petite production, ouais. Il y a quelques dizaines de bouteilles. Bercy, c'est Château Fabius, quoi. Question de Madame Marchand de Pessac. Lorsqu'il fut engagé à la Comédie Française, qui fit stipuler dans son contrat qu'il ne jouerait jamais l'avare? Rému. Oui, Rému, exactement. Bonne réponse de Jean-Jacques Ferroni et de Jean-Claude Brialy. C'est Maribel qui l'a fait rentrer. Et parce qu'il avait la réputation de l'être. C'est Maribel qui l'a fait rentrer à la Comédie Française. C'est vrai? Oui. Il n'est pas resté très longtemps. Non, 2-3 ans. Mais il avait un projet magnifique, c'est de jouer Le Voyage de Monsieur Perrichon, qu'il n'a jamais joué. Et il a joué Le Malade imaginaire et Le Bourgeois gentilhomme. Et il paraît qu'il venait à l'heure une demi-heure avant, il faisait le tour de la Comédie Française pour être à l'heure pile pour entrer, pour pas se faire remarquer parce qu'il était pensionnaire. Et quand il est mort à Toulon, vous pouvez voir sur sa tombe Jules Murer, c'est son nom, dit Rému, mort en 1946, sociétaire, la Comédie Française. À Toulon, ils exagèrent toujours. La dernière citation nous est soumise par Monsieur Paul. Ah, le cousin, le neveu? Oui, je pense que c'est lui qui a racheté la voiture. Ouais. Il fait le pont tous les ans. Qui a dit « L'Angleterre est un pays formidable, le seul où l'on puisse rouler à gauche le samedi soir. » Ah, c'est drôle, ça.
C'est un grand... Alors, c'est quelqu'un que nous n'avons jamais dû citer, qui était venu 2 ou 3 fois aux grosses têtes, qui a disparu prématurément d'ailleurs, en roulant. Il y a Fernand Reynaud. Non. C'est pas James Dean, hein? Non. C'est un écrivain. Oh oui, un grand écrivain. Hein. Albert Camus. Camus, mais Camus, oui, non, oui, non. Non. Mais lui, il n'avait pas 4 roues, il en avait que 2. Hein. Coluche, alors. Non. Ah, mais si, c'est le niçois, Nucera. Non. Il avait une moto. Non, un vélo. Ah, Allier. Oui, Jean-Hubert Allier. oui. Eh bien, très belle réponse de Philippe Castelli. Merci à Patrice Lard. Bravo. À demain. Les grosses têtes Philippe Bouvard vous remercie de votre écoute. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, tous les jours de 16h30 à 18h, c'est sur RTL.